Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans la magie du sabbat de Yule. Yule est une fête païenne qui fait partie de la roue de l'année. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là si ça t'intéresse. Et c'est une fête qui s'est progressivement transformée au fil des siècles pour devenir ce qu'on connaît aujourd'hui, Noël. Yule représente le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue de l'année et elle est célébrée aux alentours du 21 décembre. On sait qu'à partir de ce jour-là, la lumière va se faire de plus en plus présente. Donc pour Yule, on fête le retour du soleil, mais c'est aussi la fête du foyer, du partage et de l'hiver. Tout d'abord, on va se pencher sur les origines de Yule, savoir comment d'une fête païenne on en est arrivé aujourd'hui à Noël. Et c'est une partie qui est assez costaud, donc je pense que c'est le moment de te faire une petite tisane et de t'installer confortablement. Dans le reste de la vidéo, on va parler des thématiques générales qui sont abordées à Yule, mais aussi de toutes les activités et tous les rituels qu'on peut faire. Et c'est parti! Yule est une fête qui nous vient des Celtes et comme vous le savez, tous les sabbats sont des fêtes saisonnales. Le contexte de Yule, c'est qu'il fait froid, l'hiver est rude, c'est un moment de l'année où il n'y a pas de récolte, donc on est vraiment dans l'idée d'économiser les réserves qu'on a. Il n'y a pas non plus de lumière, mais à l'époque il n'y avait pas non plus d'électricité. Donc tout simplement, on reste davantage chez soi, on se repose, on dépense moins. Yule, c'est vraiment une fête d'espoir puisqu'elle annonce le retour de la luminosité, elle fête le dieu solaire et à l'époque, la célébration durait 12 jours. D'ailleurs, il y a une légende que j'aimerais vous partager qui explique qu'il y avait deux rois qui régnaient sur la terre tour à tour et qui régissaient le temps. Le premier, c'est le roi Chêne, qui est l'aspect lumineux du temps. Il régnait du solstice d'hiver, donc de Yule, jusqu'au solstice d'été. Et il y avait le roi Ou, qui représentait lui l'aspect obscur, et donc qui régnait du solstice d'été à celui d'hiver quand les jours se raccourcissent. Petit à petit, la fête évolue, notamment à l'Antiquité romaine, puisqu'on commence à fêter ce qu'on appelle les Saturnales, du 17 au 23 décembre. Et donc c'était une fête en l'honneur du dieu Saturne, et comme vous le savez peut-être par rapport à l'astrologie à cette époque-là, on rentre dans le signe du Capricorne qui est gouverné par Saturne. Les Saturnales, c'était vraiment la fête la plus importante de Rome, dans laquelle il y avait beaucoup d'excès, de déboires. Les normes sociales étaient renversées, ils faisaient des grands banquets, je vous mettrai une petite image ici. Et aussi c'était l'occasion de s'offrir des cadeaux. C'était un festival de lumière puisqu'il mène jusqu'au solstice d'hiver et donc je crois qu'ils avaient pour tradition de mettre beaucoup de chandelles. Sous l'Empire romain, il y a l'empereur Aurélien dans les années 270 qui adopte comme dieu principal de l'Empire romain le dieu qu'on appelle Sol Invictus, qui signifie le soleil invaincu. On fête sa naissance le 25 décembre dans le prolongement des Saturnales qui sont encore fêtées. À cette époque, le solstice était fêté au 25 décembre, mais la date sera modifiée au 21 en 325 par le concile de Nicée, formé par l'empereur Constantin. Et puis, devinez la suite. C'est comme d'habitude. Vers le 4e siècle, il y a les chrétiens pour étendre leur domination religieuse. Vous le savez peut-être, ils avaient pour habitude de reprendre en fait toutes les fêtes païennes et de leur donner une forme religieuse pour essayer de convertir le maximum de personnes. Et donc la naissance du soleil, elle a progressivement été remplacée par la naissance du Christ, puisque Jésus-Christ amène la lumière sur terre. No comment. Et puis on arrive à une période cruciale, c'est la période de Saint-Nicolas. Donc Saint-Nicolas, c'est un évêque des années 300 qui fait apparemment beaucoup de miracles. Il aurait même ressuscité des enfants qui ont été hachés par un boucher.
ce qui en fait le saint protecteur des enfants et des écoliers. C'était aussi le patron des marins et des marchands. Il était vénéré par eux par rapport à tous les miracles qu'il a pu faire. Donc aujourd'hui, on continue à célébrer Saint Nicolas le 6 décembre. En Belgique, je crois que ça se fait. Par contre, en France, en tout cas dans ma région, moi perso, j'avais jamais trop entendu parler de Saint Nicolas. C'est pas quelque chose qu'on fête particulièrement. Donc je sais pas trop. Mais en gros, le 6 décembre, ça correspond à la date de sa mort. Donc pour l'honorer, on offre des cadeaux aux enfants. Alors a priori, selon la légende, Saint Nicolas, il se glisse par la cheminée pour offrir des cadeaux aux enfants qui sont sages. Mais attention, parce que si les enfants ne sont pas sages, il y a le compagnon de Saint Nicolas qui arrive. Et le compagnon de Saint Nicolas, c'est le père Fouettard. Et lui, il distribue soit des petits bouts de charbon, soit, pour le plus grand plaisir de tous les enfants, un martinet. Et d'ailleurs, dans Google Images, quand on tape père Fouettard, on a le plaisir de voir que tous les gens qui se déguisent en père Fouettard font une blackface. C'est génial. Au XVIIe siècle, il y a les premiers colons qu'on appelle les Pilgrim Fathers. C'est des puritains anglais en fait, qui traversent l'Atlantique jusqu'en Amérique en fait. Et vu qu'ils ont réussi à traverser l'Atlantique sains et saufs, ils vénèrent Saint Nicolas, le patron des marins. Et donc vous comprendrez qu'à partir de là, petit à petit, il y a la tradition de Saint Nicolas qui vient s'exporter aux États-Unis. Cette tradition prend un tournant crucial en 1823, puisqu'il y a un pasteur américain qui écrit un poème pour ses enfants. L'imaginaire du Père Noël que l'on connaît aujourd'hui se crée, puisque dans ce poème est décrit une famille qui aperçoit, soi-disant, un petit bonhomme avec un traîneau et 8 petits rennes atterrir dans le jardin. Le traîneau se renvole pour atterrir sur le toit et dans la cheminée, Saint Nicolas, vêtu d'une fourrure, passe. Quand il arrive en bas, il a un sac de jouets sur le dos et donc il vient distribuer les cadeaux. Dans le poème, il prend la forme qu'on connaît aujourd'hui puisqu'il est décrit de potelé et rondouillard et aussi d'un vieil elfe jovial. Et j'ai oublié de vous préciser que les cadeaux, ils sont distribués dans les chaussettes, qu'on connaît également aujourd'hui. Et donc cette image du Père Noël, elle a été construite puisque de base, les images de Saint Nicolas que je vous avais montrées, c'était pas un tout petit homme potelé, rondouillard, jovial, machin, tout ça. Ça a été complètement créé. Le poème s'appelle The Night Before Christmas, ou sinon il a un autre nom, c'est A Visit from Saint Nicolas. Et il a été écrit par Clement Clarke Moore. Je vous l'ai mis en description si ça vous intéresse. Ce poème a inspiré des illustrateurs américains qui ont donc dessiné le Père Noël. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, donc au 19e siècle, en France, cette tradition-là, elle n'est pas du tout arrivée. On continue à célébrer Petit Jésus qui amène les cadeaux. Et c'est le 20e siècle qui va donner le tournant définitif du Père Noël, puisque Coca-Cola, dans les années 1930, fait sa campagne de publicité et c'est là qu'il démocratise l'image du Père Noël. C'est un peu comme un avatar donc, de Saint Nicolas. Et c'est grâce à eux que la couleur rouge s'est imposée. Par contre, il faut savoir que ça n'a pas du tout plu à l'église, puisque le Père Noël va venir complètement détrôner Saint Nicolas, mais aussi Petit Jésus. Le 23 décembre 1951, l'effigie du Père Noël est brûlée et pendue, oui, devant les portes de la cathédrale de Dijon. L'église condamne le succès croissant du Père Noël, qu'il considère comme un signe de paganisation de la fête de la Nativité. Et donc, autre chose qui pourrait potentiellement vous intéresser, c'est qu'en 1952, Claude Lévi-Strauss, qui est un ethnologue et anthropologue, qui est né en 1908 et mort en 2009, a écrit un article qui s'appelle « Le Père Noël supplicié » dans la revue Les Temps modernes.
et qui explique un peu la complexité en fait de Noël. Pareil, je vous le mets dans la description. Donc voilà comment on est passé d'une fête païenne de la lumière à sa christianisation et puis finalement à sa marketisation, si ce mot existe. Mais vous l'aurez compris, que Noël, sous couvert d'être une fête de partage et une fête joviale, c'est quand même une fête qui a traversé complètement l'histoire et qui est finalement assez complexe. Ceci étant dit, je vais vous parler des divinités que l'on peut associer à la fête de Noël. Donc bon, bien sûr, Petit Jésus, Saint-Nicolas, en termes de chrétienté. Sinon, on parle bien évidemment du roi chêne dont je vous ai parlé au tout début. Mais on peut aussi y associer tous les dieux qui sont liés au soleil, peu importe le panthéon. On va avoir pour l'Égypte le dieu Ra. Pour ce qui est du panthéon grec, je dirais qu'on pourrait associer plusieurs divinités. Après, ce sera à vous de voir et ce que vous avez envie de faire. Mais bien évidemment, Hélios, qui est le dieu du soleil. Apollon pour l'art, la beauté et la lumière solaire. Mais aussi, je trouvais qu'on pouvait mettre Dionysos parce que c'est le dieu du vin, de l'excès, de la folie et de la deux-mesure. Et voilà, à Noël, on fait quand même un petit peu n'importe quoi en termes d'accès, disons-le. Pour ce qui est de la mythologie nordique, je ne connais pas trop, mais je sais qu'il y a le dieu Sol et il y a également une légende en lien avec Odin. Pour ma part, j'associe le sabbat de Yule avec 3 grandes thématiques. La première, c'est bien évidemment une fête de la lumière, une fête de la renaissance. Il y a le retour du soleil, les jours vont se rallonger. On va donc avoir plus de luminosité et plus de vie. La deuxième thématique, je trouve que c'est un renouveau personnel, puisque on termine une année, on en fait le bilan et on va venir créer quelque chose de nouveau pour l'année suivante. C'est donc le moment de faire de l'introspection, mais aussi, puisque nous sommes dans la saison sombre, de venir prendre soin de soi, de vraiment se reposer. Les nuits sont longues, la nature est également en pause. Dernière thématique, je dirais que c'est de faire un hommage à la famille et aux amis. Depuis les Saturnales, c'est un moment de convivialité, c'est un moment de partage, c'est un moment chaleureux. C'est aussi, à cette époque-là, on se faisait déjà des cadeaux en fait. Donc c'est le moment de venir réchauffer les cœurs, d'être dans l'entraide, dans le soutien, dans la solidarité. Et bien évidemment, de renforcer les liens familiaux. Pour terminer cette vidéo, je vais te parler des activités et des rituels qu'on peut faire. Donc bien évidemment, pour les couleurs, on est sur du blanc, de l'or, de l'argenté, du rouge et du vert sapin. Ensuite, vu que je suis maniaque et que j'ai de grandes qualités organisationnelles, j'ai divisé les activités en 3 catégories. Les activités liées à la nature, liées au foyer ou personnelles. Pour ce qui est des activités liées à la nature, la première chose la plus significative pour moi, c'est la tradition de la bûche. Selon la légende, il y avait l'homme le plus âgé de la maison qui devait se rendre en forêt pour aller chercher la bûche la plus grosse, la plus robuste, la plus grande. Ok. Ensuite, la bûche a été gravée et décorée et on l'allumait la veille du solstice et on utilisait comme bois d'allumage le reste de la bûche de Yule de l'an passé. Si la bûche tenait jusqu'au lendemain, c'était un bon présage et ça voulait dire que l'année allait être lumineuse. Ensuite, la bûche devait brûler pendant 12 jours, qui correspond aux 12 mois de l'année. Aujourd'hui, on peut encore intégrer ce rituel, c'est-à-dire qu'on récupère une petite bûche, vous pouvez graver dessus des symboles, la décorer, mettre des bougies. Alors vous pouvez faire le choix d'en mettre 12 ou quelques-unes. Vous pouvez utiliser les couleurs également que je vous ai données tout à l'heure. Et voilà, en guise de décoration, vous pouvez, si vous avez une cheminée, la brûler aussi. Ensuite, on va parler bien évidemment de la tradition du sapin qui est un héritage
païen. Le sapin représente la force, la résistance. C'est l'arbre qui reste dans la forêt vert toute l'année. Donc ils avaient pour habitude de décorer le sapin. Et ce qu'on a la possibilité de faire aujourd'hui en termes d'activité, c'est par exemple de créer ses propres boules de Noël et d'y insérer des intentions. Donc on va déposer sur le sapin. Par contre, on va parler de quelque chose quand même. Je pense que c'est important d'apporter une réflexion écologique et environnementale sur cette pratique-là. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus continuer à les faire. Donc, se remémorer une fête païenne, c'est cool, mais il faut aussi vivre avec l'air du temps et s'adapter et essayer de trouver de nouvelles solutions. Pour moi, la tradition du sapin, elle peut poser problème et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, ça pose problème parce qu'aujourd'hui, on a généralement deux types de sapins. Donc, soit le sapin en plastique, qui est un dérivé de produits pétroliers, donc voilà, génial le truc, en sachant que pour amortir l'empreinte écologique d'un sapin en plastique, il me semble qu'il faut le garder au moins 20 ans. Ce qui est quasiment jamais le cas parce que ce sont des sapins pourris. Voilà, c'est dit. C'est fou comme quand on parle d'écologie, genre de suite je me mets en colère. Autre solution qui pour moi n'en est pas une, c'est les sapins qui sont coupés et tous les sapins qu'on voit dans le commerce aujourd'hui. Ce sont des sapins qui proviennent d'une agriculture intensive, de la monoculture dans laquelle on utilise des pesticides, des insecticides et tous les problèmes qui découlent de ça dont je ne vais pas parler. C'est pour ça que je vous propose 3 solutions. Je ne dis pas que mes solutions sont absolument fabuleuses. J'essaye juste d'apporter une réflexion sur ce sujet-là. La première des solutions, c'est si vous habitez proche de la nature, peut-être que vous avez un jardin ou que vous avez une forêt pas très loin, où ça peut faire être un rituel vraiment à part entière, c'est d'aller en forêt, trouver un sapin et décorer ce sapin. Voilà, tout simplement, terminé. Ça, c'est la solution la plus écologique. Bien évidemment, si vous ne mettez pas des boules en plastique pourri, enfin, on est d'accord avec ça. Donc là, l'idée, c'est de le décorer avec des éléments naturels. Donc soit des petites décorations en bois, soit des décorations qui vont être comestibles pour les animaux de la forêt, ou ça peut être des mangeoires, des graines pour les oiseaux, des choses comme ça. Donc moi je trouve que cette solution-là, elle est vraiment cool, mais j'ai bien conscience qu'elle n'est pas à portée de tout le monde. Donc il existe 2 autres solutions, c'est soit acheter un sapin en pot, donc qui a encore ses racines et qu'on va pouvoir replanter. Solution qui n'est pas non plus ultra évidente. Dernière solution, c'est les sapins bio. Je vous mettrai un lien dans la description. Par exemple, en Ariège, il y en a, j'en avais déjà acheté, ils étaient de bonne qualité. Et voilà, c'est chouette. Maintenant que ma crise est terminée sur les sapins, on va parler des correspondances en termes de nature. Donc nous avons le hou qui est un symbole de résistance, le gui. Selon la légende, pareil, il était récolté par les druides 6 nuits avant le solstice. Il était coupé avec des serpes d'or. Et le gui, en fait, ça représente la fertilité et la chance. Et c'est pour ça que les gens, ils s'embrassent en dessous du gui. Par contre, il faut savoir que ça porte bonheur uniquement si vous laissez le gui suspendu jusqu'au Yule prochain ou que vous le jetez dans le feu de joie du solstice d'été. Donc, attention. Ensuite, on a bien évidemment les cerfs et les rennes, puisqu'ils sont un symbole de résurrection, parce qu'ils perdent leur bois et qu'ils repoussent directement. Pour les activités liées à la nature, il y a 2 choses sympathiques à faire. C'est la fabrication d'une couronne, donc avec par exemple des branches de sapin, du gui, du hou, des pommes de pin, machin, tout ça, tout ce que vous pouvez ramasser en nature, l'accrocher sur la porte d'entrée.
comme symbole de protection du foyer. Vous pouvez aussi faire des créations de pochons, des pochons magiques, par exemple un pochon sur la protection, encore une fois, et dans lequel vous mettez des petites herbes, des petits trucs, enfin voilà, t'as capté le truc. Ok, on part dans la deuxième catégorie d'activités qui est en lien avec tout ce qui est décoration et dynamique du foyer. Bien évidemment, vous pouvez inviter la lumière dans votre foyer en allumant des bougies, des guirlandes ou peut-être si vous avez la chance, un feu de cheminée. Je suis trop fan de la cheminée. Et genre, je sais pas pourquoi à chaque fois j'en parle, ça m'évoque du bonheur. Voilà, donc je n'en ai pas, bien entendu. Dans mon appartement, ce n'est pas possible. Un incontournable des fêtes païennes et des sabbats, c'est bien évidemment de purifier votre foyer. On est aussi sur une fête liée au partage, donc c'est peut-être le moment de faire le tri, faire des dons, du bénévolat et bien évidemment des cadeaux à Noël. Qui dit fête dit repas, hein. On peut pas passer à travers. Hein. Donc en cuisine magique, on va favoriser comme d'habitude tout ce qui est fruits et légumes de saison. Ce sabbat aussi, il est quand même bien représenté par les épices type cannelle, d'ailleurs pain d'épices, chocolat aussi. Et vous pouvez aussi faire des oranges séchées, c'est genre trop stylé. Tu prends une orange, tu la tranches, ensuite tu la mets au four, donc pense à bien à la mettre sur un petit papier. Je crois que c'est 170 degrés, tu la retournes toutes les 5 minutes, je sais pas trop pendant combien de temps c'est, mais en gros jusqu'à qu'elle soit séchée et que tout le jus soit extrait. Il y aurait 10 000 autres choses dont je pourrais vous parler, mais je vais m'arrêter là parce que je pense que cette vidéo va durer 47 ans. En termes d'activité personnelle, pour moi, la première chose à faire, c'est bien évidemment de prendre soin de soi. Si vous faites un rituel, vous pouvez bien évidemment commencer par ouvrir votre cercle en faisant une méditation qui va vous permettre de vous ancrer dans votre pratique, mais aussi de vous détendre. Ce que je peux vous conseiller, c'est de dormir, tout simplement, de vous reposer. C'est clairement une saison qui est fatigante. Tout le monde est fatigué, tout le monde est malade, tout le monde en a marre, tout le monde veut rester chez soi. Donc si vous en avez la possibilité, faites-le. Bon, bien sûr, on ne peut pas rester dormir et arrêter de travailler et dire à notre patron ouais salut. On est dans une société où on nous demande d'être dynamique, concurrentiel, compétitif. On nous demande tout le temps d'optimiser nos tâches, machin, tout ça, d'être à fond. Mais en fait, en hiver, c'est pas possible. Et je pense que c'est mettre le corps à rude épreuve que de vouloir avoir le même taux d'énergie qu'en été. Donc pensez à vous reposer et à donner du temps à votre corps pour se régénérer et justement être actif au maximum au printemps et en été. Autre chose que vous pouvez faire pour prendre soin de vous, c'est bien évidemment des salutations au soleil. Puisque nous sommes dans la fête de la lumière, ça peut être un moyen de célébrer. Dernière chose dont je voulais vous parler, on est dans la saison sombre, c'est une saison d'introspection. Donc pour moi, il y a 3 petites choses qu'on peut faire. La première, c'est faire le bilan de l'année. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? La deuxième, c'est de poser ses intentions pour l'année suivante. Vous pouvez déposer vos souhaits et les suspendre à l'arbre de Yule ou les intégrer dans la bûche de Yule. La troisième chose à faire, c'est de planifier l'année et de se préparer à la renaissance qui aura lieu au printemps. Quelles graines on veut semer au printemps? Qu'est-ce qu'on veut faire pour les mois à venir? Vous pouvez commencer à planifier, à voir quels objectifs vous voulez pour 2022. Quelque chose qui peut être sympa à faire, pourquoi pas, c'est les intégrer dans vos bullet journal. Voilà, j'avais fait une vidéo à ce sujet-là et c'est vrai qu'en début d'année, c'est possible d'intégrer des pages avec les objectifs de l'année. Vous les aurez toujours sous les yeux, pardon. Et du coup, c'est cool. Voilà, cette vidéo est terminée. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. Ça m'a trop fait plaisir. Si elle t'a plu, je t'invite à liker, à commenter et à t'abonner à ma chaîne. C'est ce qui permet de soutenir mon travail et de le mettre en avant. Donc, merci beaucoup d'avance si tu fais ça. Je te dis à bientôt et rendez-vous sur Instagram si tu veux voir un petit peu plus comment je vais célébrer Yule.